Le budget global, c'était 137 000, 25 000 de travaux. Il faut savoir choisir ses batailles. Il y a beaucoup d'avantages à aller à faire de l'immobilier en France. Un prêt de 20 ans, mais avec une période de différé allant jusqu'à 2 ans. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je me trouve avec Baptiste qui est membre de l'accompagnement IMO pour Expat. Baptiste, comment ça va? Ça va super, et toi? Voilà, ça va en pleine forme. Très content qu'on puisse échanger, ça va être super. Donc juste pour mettre les choses un petit peu dans le contexte, comme je l'ai dit, Baptiste il est membre de l'accompagnement et il est en train d'aboutir un superbe investissement. Donc on va un petit peu échanger sur ça. Peut-être avant de commencer dans le vif du sujet, est-ce que Baptiste, toi tu peux un petit peu te présenter pour que les gens puissent savoir qui tu es, d'où tu viens, etc. Oui, moi c'est Baptiste, je suis scientifique des données depuis 4 ans à Montréal, au Canada. Ça fait 9 ans que je suis au Canada. Je me suis fait au climat, je me suis fait au pays. Et initialement, je suis originaire de Savoie, proche de Chambéry. À l'heure actuelle, ça fait 10 mois environ que je me suis concentré sur l'investissement locatif en France. Peut-être une petite question pour commencer. Toi, à la base, donc tu es expat au Canada, forcément. Qu'est-ce qui t'a motivé à investir dans l'immobilier en France? Il y a pas mal de réponses possibles, puis t'en abordes beaucoup aussi sur ta chaîne. Du fait qu'il y a beaucoup d'avantages à aller à faire de l'immobilier en France, même par rapport à l'euro, en termes de taux, en termes d'apport, en termes de caractéristiques d'investissement. Puis ça, c'est quelque chose qui c'est certain, ça m'a influencé aussi. Mais au-delà de ça, je pense que l'immobilier, il y a deux volets en fait. Pour moi, il y a aussi la qualité des biens. Souvent, c'est beaucoup plus de la pierre versus du bois, comme il peut y avoir en Amérique du Nord. Généralement, on paye une inspection avant d'acheter une maison, c'est conseillé. Ça a été un peu mis de côté pendant la période de la pandémie où il y avait beaucoup de personnes qui voulaient faire des offres d'achat un petit peu légères sans inspection. Et il y a eu des problématiques qui ont été après ça. Mais en France, on peut ça se couvrir avec des garanties décennales par exemple, meilleure qualité en général de fabrication. En termes d'infrastructure, en termes de cadre, c'est un super cadre pour investir. Je pense que c'est vrai qu'en France, on a quand même des conditions d'investissement qui sont plus favorables que dans beaucoup d'autres pays aussi développés que la France. Quand je regarde par exemple les taux d'intérêt en ce moment aux États-Unis, ils sont beaucoup plus hauts qu'en France, mais aussi niveau apport, quand même aussi des avantages. Et puis il y a quand même un marché qui est assez abordable d'une manière générale. Ça va dépendre évidemment là où on investit, mais par rapport à certains pays où on va habiter en tant que non-résident, c'est vraiment une grosse différence. Pour avoir aussi pas mal voyagé et habité à l'étranger, c'est clair que je vois aussi une vraie différence. Je pense que en France, on a quand même des constructions beaucoup plus saines et pérennes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet? Oui. Mon projet, c'est 2 studios dans une ville proche de Chambéry, à 2 stations de train de Chambéry, dans une rue centrale, et surtout que c'était proche d'une gare. Nous, c'est quelque chose qui nous a convaincus un petit peu, proche d'un grand centre, proche aussi de Grenoble. En termes d'enveloppe globale, c'est 137 000 €, avec des travaux. Initialement, c'était simplement pour le mettre au goût du jour. Puis finalement, quand on remet un petit peu tout ce qui est cuisine, salle de bain, on touche à l'électrique, les compteurs changent, mais en ayant négocié en amont environ de 26% le bien, on s'était couvert un petit peu de ces points-là. Ouais, on avait pas mal parlé, c'est vrai que vous avez beaucoup négocié, 26%. Au début, c'était à combien les 2 studios ensemble? C'était 133, puis on les a eu à 98. 98. Et finalement, avec les travaux et les frais notaires, tu arrives à 137, c'est ça, tu disais? Ouais, exact. Au prix d'acquisition initiale, t'arrives, mais post-travaux, post-frais de notaire, quoi. Mais il a fallu quand même se contraindre aussi en termes de travaux, de pas tout faire. Moi, je suis plutôt partisan dans la mesure du raisonnable et dans la mesure où c'est nécessaire, mais de faire les travaux qui sont nécessaires pour par la suite être tranquille pendant 10-15 ans. La négociation, est-ce qu'elle avait été simple? Comment ça s'est passé un petit peu? On avait vu quand même avec l'agence immobilière si c'était possible de faire une offre comme ça, de ne pas offenser tellement la propriétaire actuelle, mais étant donné qu'il y avait très peu d'intérêt, on était un peu les premiers à pouvoir échanger là-dessus. Donc ça a été facile. Puis après ça, on a aussi amené quand même des arguments, une liste de choses qu'on aimerait faire pour garder le bien en état. L'agence lui a fait comprendre que c'était une bonne opportunité d'avoir des bonnes personnes, puis motivées, puis sérieuses aussi. Donc, je pense que le mérite te revient, ça c'est une certitude. Mais dans ce que tu dis, tu as analysé le contexte. Donc tu as vu d'une part qu'il n'y avait pas beaucoup de visites, pas beaucoup d'offres. Donc forcément, quand il n'y a pas beaucoup d'offres, normalement, si tu as un vendeur assez raisonnable, il n'a pas le choix que de baisser. Surtout si le bien, ça fait un petit moment qu'il est sur le marché. Et deuxième chose, tu as fait une liste vraiment d'arguments objectifs avec peut-être le prix du mètre carré, les travaux qu'il fallait faire dans
Dans l'appartement, tu as fait les deux arguments, enfin contexte en critères, comme j'aime bien dire, subjectifs et critères objectifs, plus les besoins du logement. Donc ça, c'est chouette, ouais. Ouais, c'est bien, bah, en tout cas, c'est une grosse négo. Est-ce que la propriétaire a accepté assez facilement? Il y a eu des va-et-vient ou comment c'est passé? Il y a eu une contre-offre. Initialement, c'était 91. Puis elle est arrivée avec une contre-offre. C'était combien la contre-offre? 98. 98. Et au début, c'était 136, t'as dit, ou combien Ouais. c'était? Donc 136. Donc comme quoi, tu vois, c'est un truc de dingue quand même. Il faut vraiment parfois, en fait, qui ne tente à rien n'a rien, comme on dit. Autant oser, alors pas oser n'importe comment. Toi, tu l'as fait de manière réfléchie. Elle a fait une contre-offre qui était quand même plus de 38 000 euros en dessous du prix de départ, quoi. Ouais. Sur un prix, enfin, surtout sur un prix de ce type-là. Si on parle pas d'un bien à 1 million, donc c'est quand même immense comme pourcentage de négociation. Puis là, s'il fallait descendre en dessous de ça, on aurait dû négocier les frais d'agence. Puis on a préféré ça rester quand même honnête avec l'agence. Puis pourquoi pas avoir d'autres offres par la suite. Puis garder une bonne relation. Donc on a gardé ce point-là pour la suite. Ouais, c'est pas mal pour garder un bon contact avec l'agent immobilier. C'est vrai que sur le long terme, elle pourra te rapporter d'autres biens, etc. Je pense que c'est ça. Tu l'as acheté en dessous du prix du marché. Je pense que c'était le prix initial, je pense que c'était 2500 du mètre carré. Puis on l'a acheté en dessous de 2000. Puis là, avec les rénovations, on va retrouver le prix initial. Voilà, mais c'est un bien qui est tout refait à neuf, donc tu n'es même plus sur le prix moyen du mètre carré. En fait, tu seras dans la fourchette haute en principe, parce qu'il sera refait à neuf. Donc en fait, tu es encore gagnant. Donc c'est ça aussi qui est bien. Et puis en plus, tu te crées des charges déductibles qui sont nécessaires et utiles et qui vont te permettre aussi, in fine, d'avoir soit un autofinancement ou un cash flow, quoi. Donc félicitations. J'aime bien dire qu'on a un investisseur expat. Et c'est vrai que Chambéry, moi, je connaissais pas du tout. J'ai appris à connaître avec toi. C'est une ville quand même qui est assez chère. Parce que il y a du tourisme. C'est pas si simple d'avoir du rendement dans ce genre de ville, donc félicitations. On a quand même eu du mal pendant la période d'été, là, essayer de visiter puis d'essayer de trouver notre marché en périphérie de Chambéry. Sur le marché, il n'y en avait pas tellement des biens qui s'y prêtaient un petit peu avec notre exigence de rendement, puis faire de la longue durée aussi. C'était plus ça nos critères. On est à peu près à 9% net, 8% brut de rendement projeté. On espère que du moins c'est ça qui va fonctionner pour la mise en location. Puis surtout dans une région qui est quand même aussi en forte croissance. Je pense que suite en 2022, il y avait encore 7% d'augmentation du prix du mètre carré sur de l'ancien. Là, je regardais en 2023, là, les dernières statistiques, ça devrait encore être 6,8%. Ça, c'est impressionnant parce que c'est quand même... En 2023, la plupart des villes, ça a soit stagné, soit ça a baissé. Il y a quelques exceptions. C'est une zone très attractive avec certainement pas beaucoup de biens sur le marché. Et c'est pour ça aussi que toi, ça a mis du temps à trouver un bien. Parce que c'est ça aussi, quand on va dans un plus petit marché, forcément, tu t'es indirectement créé cette bonne affaire en négociant, en cherchant, etc. Donc en rendement, tu es autour de 9-8%, donc ça va s'autofinancer. Tu as regardé un petit peu les calculs par rapport à ça? Ouais, c'est important aussi d'avoir la confiance pour avoir fait beaucoup de démarches auprès de banques pour des financements. Je pense qu'ils le voient là si la personne est en confiance par rapport aux chiffres. Puis peut-être je peux en parler plus en détail. Le budget global, c'était 137 000, 25 000 de travaux. Sinon, c'est 26 000 d'apport. C'est environ 18%. Ça reste quand même, il faut relativiser les choses, ça reste quand même un bon financement. C'est sûr qu'il y a mieux, surtout que t'as pas un différé. Exact. J'ai un prêt de 20 ans, mais avec une période de différé allant jusqu'à 2 ans en dehors de cette période de 20 ans. Donc c'est 20 plus 2, mais 2 ans de différé. Ouais. C'est ça. Ouais. Je pense qu'en 2023, les banques étaient très froides. Le contexte géopolitique, taux d'intérêt qui explose, donc tout ça fait que... Mais 2 ans, ça reste un grand différé. Moi, j'ai eu un différé de 2 ans juste une seule fois de mémoire. Mais sinon, c'est tout le temps 1 an ou moins. Tu voulais ajouter un truc par rapport à tout ça ou pas? Oui, peut-être en termes de financement, je sais qu'on parle beaucoup de taux. Moi, j'ai pas eu le taux le plus avantageux, mais pas le pire non plus. C'était 4,65 de mémoire. C'est ça, moi je pense qu'il faut, comme je le dis souvent, il faut savoir choisir ses batailles. C'est très rare qu'on est bon sur tout. Peut-être que dans d'autres projets, tu rempliras toutes les cases. Ouais. Mais vraiment, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Je pense que l'apport et le différé, c'est quand même, et puis la durée du prêt, c'est quand même des choses primordiales, surtout qu'en fait, ce différé, ça permet de rembourser ton apport. In fine, 20 ans. Alors, le taux d'intérêt, en plus, sincèrement, là, on est sur des taux qui paraissent très hauts, mais je pense qu'ils rebaisseront certainement fin 2024, on verra bien. Peut-être que tu pourras te refinancer ton prêt et obtenir un meilleur taux au final. Ouais. Sur les taux, en fait, on a une chance quand même qui est énorme en France, c'est ces taux fixes. En fait, tu es protégé contre la hausse et indirectement, tu es protégé, j'allais dire, en faveur de la baisse.
Parce Oui, que quand oui. ça baisse, enfin, c'est pas gagnant-gagnant, entièrement gagnant d'un côté. C'est vrai en plus, c'est ça qui est trop génial, quoi. Qu'est-ce que t'as apporté l'accompagnement dans le cadre de ton investissement? Les points critiques un petit peu pendant la signature du compromis, les petits accros qu'il y a pu avoir entre la compromis puis l'acte de vente. Des fois, on est un petit peu sous stress, des fois, il faut garder un petit peu le contrôle de son investissement puis de ce qu'on veut. Puis il fallait avoir la confiance, puis il fallait être en mesure de se dire, OK, ce qui se fait avec, c'est ça, la communauté d'expats, c'est ça, ce qui se fait avec toi en tant qu'expert du domaine qui est déjà passé par là, on a le droit d'aller repousser des dates et d'exiger certaines choses. Même toi, avec ton expérience juridique, on est en capacité de mettre tel et tel élément. Puis quand on arrive comme ça face au notaire où c'est son travail, face à une vendresse qui a de l'expérience, qui n'en est pas, il faut avoir la confiance. Puis je dirais que c'est ça qui m'a le plus apporté. C'est en étant accompagné qu'on a le plus de valeur et qu'on avance en confiance. La moindre erreur, ça dépend laquelle, mais ça peut quand même coûter relativement cher parce qu'on n'achète pas une baguette de pain. C'est important en effet d'être bien accompagné ou d'avoir les bonnes connaissances. En ayant fait l'accompagnement, est-ce que tu recommanderais l'accompagnement à d'autres non-résidents? Parce que je recommanderais peut-être c'est de passer à l'action puis d'avoir des connaissances. Parce que je pense on en parlait là, le fossé entre les personnes qui agissent et qui agissent pas devient conséquent. Le coût de l'inaction a jamais été aussi important maintenant. Des personnes qui prennent pas le temps vraiment de s'y mettre, de persévérer dans les projets. Mais il y a peut-être une chose en tant qu'expatrié qu'on est obligé d'avoir, c'est la gestion à distance. Comment faire des visites à distance, comment gérer justement des signatures à distance, des visites d'artisans et ainsi de suite. C'est quelque chose qu'on développe dans l'accompagnement. Je te remercie. C'est quoi ton leitmotiv, comme on dit? C'est de m'accomplir. J'ai toujours aimé l'immobilier, puis là c'est quelque chose que je redécouvre sous une autre couture. Puis c'est après d'avoir une indépendance financière, puis de m'accomplir dans un projet. C'est un peu comme le sport, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est vraiment, je trouve, en se dépassant aussi qu'on a plus confiance en soi et qu'on va s'épanouir aussi, je trouve. Tout ce qui concerne sécurité financière, tout ça, surtout en tant que non-résident. Par exemple, l'absence de retraite ou les difficultés de retraite qu'on peut avoir, ça a tout son sens, quoi. Donc je pense qu'on a tout d'intérêt en tant que non-résident d'investir dans l'immobilier et se préparer et même se dépasser parce que c'est tellement épanouissant. Et l'acte notarié d'ailleurs, il est pour quand? Parce que je sais qu'il est pour très bientôt. Le 17 janvier. Ça, j'ai vraiment gardé la liberté de le faire le plus tard possible. Puis je me suis un peu imposé là-dessus pour être certain qu'il y avait des petites problématiques d'humidité, que ce soit réglé avant. Encore merci d'être venu échanger ton expérience. Très content de t'avoir pu accompagner. C'est toujours pas terminé. Puis j'espère qu'il y en aura un troisième, parce que du coup, c'est deux biens en même temps, hein, quand même. Exact. Je le dis, mais c'est deux biens en même temps. Je vous remercie pour tous ceux qui nous ont écoutés. À très bientôt également. Likez, partagez, abonnez-vous, ça donne de l'énergie, de la force et puis ça donne juste envie de faire plus de vidéos, d'échanger, d'apporter encore plus de choses. Et donc voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.